Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci aux personnes qui nous regardent depuis le Québec. On a quelques inscriptions aussi ailleurs, donc bienvenue. Je m'appelle Moulo Didir, je suis membre donc du collectif 19 mars qui vous convoque aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est notre deuxième d'activité grand public. On a débuté par un webinaire en janvier dernier qui était quelque part, pas tout à fait, mais quelque part un peu le lancement public de nos activités. Un webinaire qui avait pour titre Gaza de la faillite globale au devoir d'humanité. Donc, c'est un webinaire qui a eu lieu en janvier dernier. Donc, normalement, il y a un chat, il y a un lien qui vient de vous être déposé dans le chat qui va vous permettre donc de le revisionner ultérieurement quand vous en aurez l'occasion. Vous pourriez donc réécouter les analyses de Monique Chemillé-Gendreau, Didier Fassin, Ronnie Broman, donc, qui étaient nos invités pour ce webinaire-là, qui était un peu donc le lancement de nos activités et on était très contents et c'était un peu notre devoir moral de débuter nos activités par une grande question d'actualité, une question morale, éthique, civilisationnelle, c'est-à-dire le génocide à Gaza et le consentement qui existe par rapport à ça. Quelques mots rapides sur notre groupe à présent, juste pour ceux et celles qui découvrent nos activités pour la première fois. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que le collectif 19 mars est un collectif qui rassemble des personnes qui croient toujours en l'égalité, en la justice sociale, la justice raciale, migrante, la justice environnementale, et ce, bien entendu, malgré le vent de fascisme qui souffle sur le monde actuellement. Nous sommes un groupe collectif bénévole pour le moment, mais qui veut prendre de plus grande ampleur. Et pour le moment, nous souhaitons offrir un espace d'échange ouvert et bienveillant aux personnes de différents horizons, donc que ce soit militants, communautaires, académiques, des gens de la société civile, des gens de traditions religieuses différentes, mais qui ont un engagement social. Donc, tous ces groupes qui ont l'audace de croire encore qu'on peut contribuer à la transformation sociale par l'engagement sur le terrain, la réflexion collective et le travail critique sur le plan des idées. Donc, pour en savoir plus sur notre collectif, donc, vous n'avez qu'à aller sur 19mars.org. Il y a un lien normalement également qui vient de vous être partagé. Alors, ce sont les principes un peu que je viens de décrire très rapidement, très sommairement, qui ont guidé, qui nous ont collectivement guidés dans l'organisation de ce webinaire, à travers lequel on cherche à comprendre ce qu'est l'impérialisme guerrier aujourd'hui, ce qu'il implique. Nous souhaitons en tout cas, à vos côtés, mieux comprendre les motivations politico-économiques qui sont sous-jacentes aux guerres d'agression actuelles, mais aussi mieux pointer tout ce qui préside au consentement et à la frilosité de segments importants de nos sociétés sur ces questions. Nous ne sommes pas, en tout cas pour notre part, sans savoir que la notion d'anti-impérialisme est difficile à faire valoir, à la fois comme outil d'analyse, mais surtout comme horizon politique internationaliste de solidarité. Les raisons à cela, en Amérique du Nord et un peu partout en Occident, elles sont multiples. En tout cas, nul doute que les invités que nous avons aujourd'hui vont nous fournir les outils d'analyse qui vont justement nous permettre de mieux comprendre les renoncements qui prévalent sur ces questions, surtout au sein des courants qu'on pourrait dire progressistes. Je vous rappelle un peu les questions qui ont été soumises et qui seront au cœur donc de la discussion d'aujourd'hui. La première, c'est quels sont les motifs géopolitiques profonds qui sont à l'œuvre derrière cette nouvelle phase de l'impérialisme états-unien surtout? Quelle logique politique, culturelle, idéologique contribue à fabriquer le consentement explicite ou tacite à cette violence décomplexée, en particulier des États qui s'en rendent complices? Et puis je pense que le Canada fait partie de ces États complices. Et enfin, bien entendu, il faut terminer avec la question de la résistance, de l'espoir, des mobilisations. Donc, quelles sont les forces qui œuvrent activement à la défaite de l'impérialisme? Comment parler des États qui résistent? Et quelle voie peut emprunter justement une résistance véritablement internationaliste, démocratique, face à la disproportion du pouvoir qui est déployé? Voilà, un beau programme en perspective. Avant d'aller plus loin, je tiens énormément à remercier trois de mes collègues du collectif 19 mars qui ont contribué donc à l'élaboration thématique, mais aussi à la diffusion de ce webinaire. Donc, je nomme Myriam Cloutier, Jacques Grenier et Emiliano Arpin-Simonetti. Le rapport est inestimable. Je suis très content donc de cheminer sur ces questions avec eux. Je suis également très reconnaissant à leur apport considérable au collectif. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas Statis Kovelakis, voici une très grande occasion de le découvrir et de vous imprégner de sa réflexion. Quelqu'un que je tiens en très haute estime et dont le travail est considérable sur cette question. Statis Kovelakis, il est chercheur indépendant, philosophe et militant, notamment au sein de la France insoumise. Statis a enseigné au King's College de Londres donc de 2002 à 2020. Ses travaux portent sur le marxisme, les théories critiques et les mouvements sociaux. Il est également membre de la rédaction de Contretemps,
co-directeur de la collection La Ligne Rouge aux éditions Amsterdam et également membre du conseil scientifique de l'Institut de la Boétie que je vous invite à découvrir plus tard, là, pas tout de suite, parce que votre attention peut être consacrée à lui. Vous pouvez aller découvrir l'Institut de la Boétie. On peut avoir un aperçu de sa pensée sur l'anti-impérialisme et l'internationalisme dans un excellent texte publié par Contretemps dans le cadre d'un débat sur l'Ukraine qui a eu lieu il y a quelques années. Donc, normalement, Emiliano vient de vous le poster. Mais un autre rapport de Statis Kovelakis, et non des moindres, c'est son livre publié en 2019 aux éditions Amsterdam, où il revient sur le fait qu'une grande tradition émancipatrice intellectuelle occidentale du XXe siècle, qu'on appelle la théorie critique, et son livre montre justement comment cette tradition s'est délestée de tout son potentiel émancipateur en abandonnant progressivement toutes les références marxiennes et en donnant justement à la notion de critique un sens à la fois plus restreint qui a fait en sorte qu'elle a renoncé à ce qui aurait mieux nous étiez pour affronter bien des aspects régressifs de la modernité capitaliste, parmi lesquels l'anti-impérialisme. Donc voilà, ce livre-là en question, il a pour titre La critique des faits. Voilà, j'ai assez parlé. À toi la parole, cher Statis, pour les 20 prochaines minutes consacrées au refus de consentir à l'impérialisme. Merci de nous livrer ta réflexion. Euh, merci beaucoup Mouloud. Merci beaucoup à tous les animateurs, animatrices du collectif du 19 mars pour leur invitation. C'est pour moi un très grand plaisir d'être avec vous, même à distance, je dirais même surtout à distance, vu les moyens que nous donne la technologie. J'avais prévu de faire mon intervention après celle de Benjamin, qui disons, aurait déblayé largement le terrain dans la mesure où le travail de Benjamin, qui est parmi les plus importants menés actuellement en France sur cette question de l'impérialisme, porte sur l'économie politique, justement, de l'impérialisme. Donc, dans le schéma classique qu'on apprend ici en France des dissertations, thèse, antithèse, synthèse, je vais plutôt commencer en fait par... on va plutôt commencer plutôt par l'antithèse et la thèse viendra après. Bon, alors, après cette entorse à la dialectique, je dois dire que je vais procéder par trois points. Mon premier point portera sur le fait que le terme d'impérialisme aujourd'hui, sa réalité, nous envoie un fait structurel depuis dans le monde tel qu'il s'est reconfiguré après la Seconde Guerre mondiale, à savoir la domination de l'impérialisme américain et une nouvelle configuration très sensiblement différente de ce que l'impérialisme fut avant ce moment-là, avant le moment qui s'est noué au sortir du second conflit mondial. Mon deuxième point portera sur la place de l'Europe par rapport à cette configuration donc dominée par l'hégémonie de l'impérialisme américain. Et mon troisième point, le plus long, portera sur les questions stratégiques auxquelles les mobilisations et mouvements anti-impérialistes doivent faire face, aussi bien au nord qu'au sud actuellement. Alors, je dois dire tout d'abord que le fait que nous tenions aujourd'hui ce webinaire avec cette thématique est symptomatique de la situation dans laquelle nous nous trouvons. En effet, nous sommes sans doute ici un certain nombre à avoir connu une conjoncture assez différente, celle des années 2000 en particulier, où le terme d'impérialisme avait disparu à la fois du débat intellectuel et aussi du discours politique, y compris peut-être même surtout d'ailleurs du discours du camp progressiste et de la gauche. C'était le moment de ce qu'on avait appelé la mondialisation heureuse, qui a succédé ou qui aurait succédé à l'effondrement du bloc soviétique. On se souvient des théories de Fukuyama sur la fin de l'histoire, donc un avenir paisible, pacifique, qui se dessinait sous les traits d'une extension indéfinie de la démocratie libérale, désormais à la planète entière et n'ayant plus d'adversaires vu l'effondrement du communisme. Il y avait une version gauche euphorique de ce discours sur la fin de l'impérialisme. C'était les théories qui avaient beaucoup marqué la conjoncture des années 2000 de Tony Negri et Michael Hart, dont le livre Empire, qui est paru à la toute fin des années 90, avait beaucoup marqué les mobilisations du mouvement dit altermondialiste de l'époque. La thèse de Negri et de Hart était que justement l'Empire n'avait plus rien à voir avec les réalités anciennes de l'impérialisme, et en particulier des États, qu'il s'agissait désormais d'une sorte de réseau informel qui couvrait la totalité de la planète et qui l'unifiait. Cette nouvelle configuration mettait en fait
mettait en face à face une sorte de multitude qui surgissait de ces nouveaux rapports de production et des nouveaux rapports mondiaux, avec certaines élites ou classes dominantes parasitaires désormais qui continuaient à capter cette créativité de façon indue, et il suffirait d'une pitchnet en quelque sorte pour faire sauter ceci. Je rappelle, pour donner un peu une idée de l'ambiance intellectuelle de l'époque, que l'une des propositions fondamentales d'Empire de Negri et Hart consistait dans l'extension de la Constitution états-unienne à l'échelle de la planète tout entière, de sorte que les citoyens du monde entier puissent se prononcer justement sur la modification de cette Constitution, puisque cette sorte d'empire avait cette sorte de charte à laquelle désormais tout le monde devait participer. Alors, bien sûr, le paysage a considérablement évolué depuis, dans le sens d'un incontestable réalisme. Plusieurs guerres, interventions militaires sont survenues depuis. La réalité des conflits, des rapports de force, de la violence qui est inhérente au monde actuel éclate à notre visage absolument tous les jours, et donc nous confronte à un problème à une question qui n'est pas nouvelle, qui est celle que le terme d'impérialisme, vous le savez peut-être dans le débat moderne, occidental, qui surgit à la fin du 19e siècle, on retient en général l'ouvrage de l'historien britannique Hobson, qui a beaucoup inspiré notamment Lénine, Hilferding, la tradition marxiste sur l'impérialisme, qui a été largement repris à partir de cette époque, pour désigner une configuration mondiale dans laquelle plusieurs puissances impérialistes rivales se disputaient le contrôle et le partage du monde. Et bien sûr, l'expansion coloniale en était une caractéristique majeure, un capitalisme dominé par des grands monopoles qui tiraient profit de cette situation et qui devenaient agressif car il exportait ces contradictions internes à l'échelle globale. La Première Guerre mondiale a représenté certainement le point culminant de cette sorte de rivalité interimpérialiste entre des puissances qui sont de taille comparable, hein. Bien sûr, il y avait un impérialisme qui était plus puissant que les autres, l'impérialisme britannique, mais plusieurs puissances impérialistes étaient de taille, enfin sinon de taille, en tout cas de force comparable, et se disputaient justement le contrôle du monde, notamment lors du premier conflit mondiale. La configuration de la Seconde Guerre qui suit la Seconde Guerre mondiale est en effet radicalement différente de celle-ci, car non seulement un impérialisme est incomparablement supérieur aux autres, à savoir l'impérialisme états-unien, étant donné que c'est lui qui est sorti le grand gagnant, le grand vainqueur du second conflit mondial, étant donné que l'Europe et les anciennes puissances coloniales sont sorties entièrement détruite en grande partie et avec un empire colonial affaibli et qui allait d'ailleurs s'effondrer au cours des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Donc la prééminence de l'empire états-unien n'est pas simplement qu'il est en quelque sorte asymétriquement plus forte que les anciens impérialismes européens. Il réside surtout dans le fait que après la Seconde Guerre mondiale, il contribue activement à la reconstruction, disons, de ces potentiels concurrents européens à travers le plan Marshall, puis de façon militaire à travers l'OTAN, l'Alliance Atlantique, et que les États-Unis ne sont pas simplement un impérialisme plus puissant, ils sont le leader, ils sont l'hégémon, la puissance hégémonique d'un camp auquel ils assurent une cohésion, c'est-à-dire le camp occidental, et ils se présentent en quelque sorte comme les garants de l'intérêt collectif des classes dominantes des pays capitalistes, des puissances capitalistes qui composent ce camp. Donc, quand les États-Unis agissent, ils le font bien sûr avant tout pour défendre leurs propres intérêts, mais ils le font aussi en tant que leader d'un camp, et leurs actions et le réseau à la fois sur le plan militaire, politique et économique qu'ils construisent, vise à garantir un espace, certes à une position subordonnée, mais quand même tout à fait réelle, à des impérialismes ou à d'autres puissances capitalistes qui font partie de ce camp occidental. Euh,
Ce qui veut dire que les conflits qui réapparaissent dans cette configuration mondiale, qui bien sûr a subi une modification énorme suite à l'effondrement du bloc soviétique en 1990, il n'y a plus de contrepoids, il n'y a plus d'adversaire systémique à proprement parler à ce bloc impérialiste occidental, n'oppose plus comme avant des puissances impérialistes du centre historique du capitalisme, France, Grande-Bretagne, Allemagne, euh, pour n'en citer que les principales, mais les pays capitalistes, le camp occidental du centre, dominé donc et placé sous hégémonie américaine, avec les pays de la périphérie, bien sûr, c'est-à-dire l'ancien monde colonisé, ce qu'on appelle le Sud global désormais, et à l'intérieur de ce Sud global, les puissances émergentes, en particulier la Chine, hein, qui est en train de devenir la seconde puissance mondiale au niveau économique, et dont la caractéristique est que justement, elle n'appartient pas au centre historique du capitalisme, mais au contraire, c'est un pays qui fut dominé pendant l'époque du capitalisme, quasiment réduite à une situation coloniale à partir du 19e siècle, à partir des guerres de l'opium et davantage encore dans la période de l'entre-deux-guerres, partiellement occupée par le Japon. Alors, quelle est la place de l'Europe dans cette configuration mondiale? Alors, je l'ai dit, la place de l'Europe est celle d'un continent dans lequel subsistent des impérialismes secondaires, en particulier l'impérialisme britannique, désormais a un rôle clairement de satellite par rapport à l'impérialisme états-unien, l'impérialisme français, qui conserve des caractéristiques particulièrement brutales et je dirais archaïques, hein, étant donné que les rapports qui lient l'impérialisme français avec ses anciennes colonies sur le continent africain, je parle du continent de l'Afrique subsaharienne en l'occurrence, ont un caractère néocolonial tout à fait flagrant. Je passe ici sur les dernières évolutions qui consistent à une sorte d'émancipation au moins partielle de certains de ces pays, de ce réseau de dépendance néocoloniale, mais ce n'est qu'un début en réalité. Et c'est un impérialisme qui, à l'intérieur même de ses frontières, conserve des situations coloniales ou post-coloniales, on peut en discuter, qui est la réalité des Outre-mer. Et Françoise Vergès va évidemment longuement nous développer ce point par la suite. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la position secondaire de l'Europe par rapport à l'impérialisme états-unien n'est pas simplement un rapport extérieur, c'est-à-dire un face-à-face, si vous voulez, entre les puissances capitalistes ou les impérialismes secondaires européens d'un côté et l'hégémon états-unien de l'autre. Cette contradiction est en fait intériorisée à l'intérieur même des puissances capitalistes européennes et des États, car le capital américain, et on sait que l'arrière-plan de l'impérialisme, c'est toujours bien sûr un arrière-plan économique, un arrière-plan de puissance économique, est massivement présent en Europe, et il est présent en Europe dans des secteurs tout à fait stratégiques de l'économie. Je suis certain que Benjamin va nous en dire davantage, je n'en dirai pas plus, mais je vais juste mentionner un concept qui est celui de bourgeoisie intérieure développée par le marxiste grec Nikos Poulantzas. Et ce que Nikos Poulantzas voulait dire par là, c'est que les classes capitalistes européennes, y compris celles d'un grand pays encore impérialiste comme la France, bien sûr la Grande-Bretagne, ne sont plus les anciennes bourgeoisies nationales qui étaient à proprement parler indépendantes et qui jouaient un rôle pleinement indépendant et autonome. C'est des classes dominantes dont les intérêts sont désormais entremêlés et dans des rapports de subordination par rapport au capital américain présent en Europe, présent dès la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la reconstruction que le plan Marshall a autorisée, présent et même de façon accélérée dans le processus même de l'intégration européenne, le tout évidemment sous couvert de ce parapluie militaire qu'est l'Alliance Atlantique qui intègre de façon organique les États européens à un niveau tout à fait crucial hein, de la puissance étatique qui est l'aspect militaire à l'impérialisme américain. Donc, ces bourgeoisies intérieures ont des intérêts qui sont bien sûr partiellement autonomes des États-Unis, mais toujours dans un rapport de dépendance par rapport aux intérêts états-uniens. Ce qui explique deux paradoxes, hein, et je termine ce deuxième point en les mentionnant rapidement. Le premier, c'est que contrairement aux visions qui ont été très répandues à une certaine époque et qui
euh, conduisait à dire que l'intégration européenne allait permettre l'apparition d'un nouvel acteur sur le plan international qui serait marqué par une indépendance par rapport aux États-Unis. Hein. Vous savez, c'est un mythe qui a longtemps été colporté par les élites européennes, selon laquelle l'unification de l'Europe allait permettre une plus grande indépendance par rapport aux États-Unis et donc un rôle autonome que désormais les États européens de façon séparée ne peuvent plus jouer, mais en se mettant tous ensemble, en s'intégrant dans un ensemble supérieur, potentiellement dépassant les frontières de l'État-nation, on aboutirait à quelque chose de non seulement supérieur en termes de force, mais en réalité, c'est ça l'aspect normatif, si vous voulez, de cette idée, de aussi plus civilisé, plus progressiste, plus supérieur aux anciennes logiques qui caractérisaient l'impérialisme et les rapports de domination. Bon, on sait qu'il n'en a absolument rien été. En réalité, l'Union européenne elle-même est de plus en plus liée aux intérêts et de plus en plus suiviste par rapport aux politiques américaines. Il suffit de voir que à chaque étape de l'élargissement de cette Union européenne à de nouveaux membres, l'adhésion de ces nouveaux membres à l'OTAN, à l'Alliance Atlantique, a été en fait un préalable justement à cette intégration. Et nous aboutissons aujourd'hui à une situation dans laquelle sur les 27 membres de l'Union européenne, les 23 sont membres de l'Alliance Atlantique, donc la quasi-totalité, sauf deux pays pour des raisons historiques, l'Irlande et l'Autriche, et deux petites îles, à savoir Chypre et Malte, pour des raisons là aussi qui relèvent essentiellement de leur localisation géographique. Cet alignement croissant de l'Europe sur les États-Unis est particulièrement flagrant dans le cas de la guerre en Ukraine, à laquelle nous assistons actuellement, une guerre que en tout cas à partir d'un certain moment, les États-Unis ont largement sous-traité à l'Europe, dont l'enjeu essentiel, on le sait, est l'intégration ou pas de l'Ukraine à l'OTAN, dans le cadre de cette fameuse extension continue, indéfinie, de l'OTAN vers l'Est, contrairement aux engagements qui avaient été pris au moment de l'effondrement du bloc soviétique par les dirigeants américains devant un Mikhail Gorbatchev extrêmement naïf apparemment pour prêter, pour donner foi aux engagements américains. Et on voit que ce à quoi nous assistons aujourd'hui en Europe est quelque chose qui est je crois, familier aussi de votre réalité canadienne. On a eu ces discussions avant, c'est-à-dire un processus de réarmement, de gonflement des budgets militaires sous injonction américaine. Hein. Vous savez que l'objectif d'atteindre 5% du PIB en termes de dépenses militaires est quelque chose qui est posé depuis longtemps par les dirigeants états-uniens, et une politique de réarmement et de militarisation qui sert avant tout les intérêts du complexe militaro-industriel états-unien, puisque en majorité, en réalité, les puissances européennes s'arment avec de l'armement et de l'équipement états-unien, et l'OTAN pousse très nettement dans cette direction. Secondairement, en développant leur propre industrie militaire, particulièrement en France, en Allemagne, en Italie et en Grande-Bretagne, mais tous les États européens se sont lancés dans cette course, avec évidemment un volet politique et idéologique qui est celui d'obtenir le consentement des populations dans le cadre d'une vision de plus en plus agressive des relations internationales, la Russie devenant une sorte d'ennemi qui est à nos portes, de menace quasiment existentielle pour l'Europe civilisée, qui est bien sûr l'Europe qui est à l'ouest de la Russie, secondairement bien sûr de la Chine qui apparaît de plus en plus comme une sorte de menace pour le camp occidental. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui et voilà quels Il te sont reste les 3 minutes, défis. Statis. Il te reste 3 minutes. Ok, bon, j'ai largement débordé de mon temps, mais c'est en partie parce que Benjamin ne m'a pas précédé pour déblayer le terrain. Bon, je ne vais pas rejeter sur lui la responsabilité. Ce que je voulais dire pour conclure, c'est que les défis auxquels les mobilisations populaires, à la fois anti-guerre et anti-impérialistes, aussi bien au nord qu'au sud, doivent faire face sont premièrement cette domination de la puissance états-unienne, domination qui n'est pas simplement un facteur extérieur à leur société et à leurs États, mais un facteur qui est largement intériorisé par ces sociétés et par ces États à proprement parler.
Le deuxième défi auquel ces mobilisations doivent faire face, c'est que justement, si on raisonne simplement en termes de mobilisation populaire, dont l'exemple type, par exemple, est les mouvements anti-guerre, ou par le passé, les mobilisations contre, on peut penser contre la guerre du Vietnam, les mouvements contre la guerre en Irak qui ont connu une ampleur tout à fait considérable au début des années 2000, en 2003 notamment, eh bien, on se rend compte que ces mouvements à eux seuls, en fait, ne peuvent pas obtenir de succès à proprement parler. Bien sûr, la guerre du Vietnam a pris fin, bien sûr, le mouvement contre la guerre du Vietnam y a puissamment contribué, mais rien n'aurait été possible, un, sans la résistance des Vietnamiens eux-mêmes, je le rappelle, et deuxièmement, sans l'appui que ces Vietnamiens ont reçu de la part de ce qu'on appelait à l'époque le camp socialiste. Et en réalité, l'appui d'autres acteurs étatiques au mouvement de libération nationale est la règle, et non pas a été la règle, et non pas l'exception. Et cela reste valable, en fait, aujourd'hui pour des mouvements de libération nationale. Je pense notamment au mouvement, évidemment, de résistance du peuple palestinien, mais aussi de la résistance libanaise, qui fait face aujourd'hui, comme elle a fait face depuis plusieurs décennies, à l'agression israélienne. Donc, la question des appuis étatiques auxquels les résistances et les mobilisations populaires, aussi bien au sud qu'au nord, doivent faire face, est une question qui se pose dans un contexte nouveau, car le camp socialiste, qui n'a guère existé, quoi qu'on pense de ces régimes-là, apparaissait quand même comme un adversaire systémique, justement, du camp occidental, du capitalisme et de ce système socio-économique. La deuxième limite, et je vais là vraiment conclure là-dessus, c'est que les mobilisations anti-guerre et une orientation, disons, anti-impérialiste qui vient d'en bas, hein, qui vient de la société, ne peut pas obtenir de succès significatif et durable sans succès politique à proprement parler. Alors, soit parce qu'il y a des victoires qui surviennent ailleurs, hein, comme celle du Vietnam et d'autres luttes de libération nationale au cours de la période précédente, mais sans basculement politique dans les pays du centre impérialiste, des métropoles impérialistes elles-mêmes. Et en réalité, c'est ça, bien sûr, qui nous a manqué jusqu'à présent. Et on sait très bien que c'est précisément sur ce point que se concentre, pour toute force progressiste, pour toute force de gauche, le point le plus critique, justement, de son orientation. Je ne vais prendre qu'un seul exemple, c'est Jeremy Corbyn en Angleterre. Hein. Jeremy Corbyn, vous le savez, a gagné, a été élu à la direction du Parti travailliste en 2015. Il en a été évincé quelques années après, en 2019, si mon souvenir est exact, après une défaite électorale. Mais la raison pour laquelle Jeremy Corbyn a été combattu sans relâche, aussi bien à l'intérieur de son propre parti que par le système politico-médiatique britannique tout entier, c'est que ça a été le premier dirigeant en réalité du Parti travailliste à défendre une orientation en matière de politique étrangère qui était en rupture par rapport à l'impérialisme, à la fois à l'alignement avec l'impérialisme états-unien et par rapport à des points cruciaux qui façonnent le système impérialiste aujourd'hui, comme le consensus sur l'appui à Israël et sur la politique israélienne et bien sûr le génocide accordé par la suite qui est survenu depuis sur le peuple dont est victime le peuple palestinien. Donc voilà pour dire quels sont un peu voilà le tableau général et les défis auxquels doivent faire face aujourd'hui les forces progressistes qui sont soucieuses de combattre l'impérialisme, pas simplement sur le mode de la dénonciation et de la mobilisation, mais sur celui d'une victoire, ou en tout cas deux victoires, de coups qui puissent être portés à cette domination dont nous percevons tous les jours les méfaits, la violence meurtrière qui se déchaîne quotidiennement devant nous. Je vous remercie de votre attention et je suis désolé si j'ai dépassé mon temps de parole. Tu as dépassé d'une minute, c'était parfait. Merci beaucoup, Statis. Il y a deux points importants que tu as abordés trop rapidement. La question du basculement au centre de l'impérialisme et la question de l'État par rapport aux approches plus mouvementistes, pour prendre un terme un peu barbare. Mais on y reviendra dans la période d'échange. Tu auras l'occasion donc de préciser ces éléments-là. On va donc poursuivre avec Benjamin Birnbaumer qui devait débuter ce webinaire, mais merci Statis d'avoir pris ça au pied levé. On est heureux donc que Benjamin est parmi nous.
Il est économiste, il est maître de conférences à Sciences Po à Bordeaux, spécialiste de la mondialisation et de l'économie politique internationale. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, qui a été publié par La Découverte en 2024. Je vous le conseille fortement. On peut dire que dans ce livre-là, par l'analyse d'économie politique, c'est un livre qui éclaire un peu, beaucoup en tout cas, les ressorts profonds et les enjeux existentiels de l'affrontement entre les deux superpuissances que sont la Chine et les États-Unis. Benjamin montre que c'est le capitalisme lui-même qui mène à la mondialisation et qui entraîne sa fragmentation actuelle. Benjamin est également l'auteur d'un autre livre important, très directement lié à notre discussion, qui a été publié aussi par les éditions Amsterdam. C'est un livre qui a pour titre Le souverain marché, théorie contemporaine de l'impérialisme, dans lequel il propose une plongée dans les controverses au fil desquelles cette notion d'impérialisme a été forgée, disputée. En tout cas, c'est un livre qui permet d'éclairer certains des grands débats stratégiques qui animent actuellement le camp de l'émancipation. Il y a également d'autres textes de lui qu'on peut lire, notamment celui qui a été publié récemment dans la revue Contretemps, que mon collègue Emiliano vient de vous partager dans le chat. Benjamin, au nom de mes collègues, au nom du public présent parmi nous, donc on a hâte de t'écouter. À toi les 20 prochaines minutes. Si, merci beaucoup Mouloud et voilà je m'excuse pour mon retard et un grand merci à Statis Kouvelakis d'avoir pris le relais de façon aussi spontanée. Alors j'ai quelques slides à projeter, j'essaie simplement de les... Ah non, je peux pas partager moi-même. Emiliano, Alors, tu as toi, son PowerPoint. Oui, je peux le partager, mais je pense que je viens de vous donner l'accès là, de... ah bah ah ouais, oui effectivement, très bien, bah on peut, je vais les partager moi-même alors c'est peut-être plus simple. Alors, une seconde. Donc 2 minutes avant la fin, Benjamin, je te rappellerai également de conclure comme Statis. C'est parfait. Alors, est-ce que là, vous voyez mes slides? Oui. Oui, merci. Voilà, ok. Bon, bah, donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi, là, je vais essayer de livrer un éclairage par l'économie politique des agressions impérialistes états-uniennes les plus récentes. Il me semble que ces phénomènes nous offrent en quelque sorte une occasion dorée pour reparler de la théorie de l'impérialisme parce qu'elle permet particulièrement bien d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui et de montrer que Trump n'est pas un fou ou un acteur manipulé par d'autres puissances étrangères, mais qu'au contraire, les agressions contre le Venezuela et plus récemment contre l'Iran s'insèrent parfaitement dans les contradictions du capitalisme américain et plus précisément, Donald Trump cherche par ses agressions impérialistes de dépasser des contradictions internes au capitalisme états-unien. Alors, avant de détailler cet aspect-là, juste un petit point général sur justement les théories de l'impérialisme et les travaux en quelque sorte classiques. Alors, sans doute le texte le plus connu, et Statis l'a mentionné brièvement aussi, concernant l'impérialisme, c'est le texte de Lénine, Impérialisme, stade suprême du capitalisme. Euh, et ce texte, et alors, il est particulièrement précis et bien ancré dans l'espace et le temps qui était central pour Lénine à l'époque, mais en quelque sorte, cet avantage de la précision qui était une force pour l'analyse politique d'alors euh, devient une difficulté quand on essaie de mobiliser Lénine aujourd'hui. Donc en quelque sorte, la trop grande précision rend plus compliqué la transposition de ces thèses à la situation d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je préfère la définition de l'impérialisme de Rosa Luxembourg, qui était une définition plus abstraite, plus générale, et qui est toujours très opérationnelle pour nous aujourd'hui. Et donc la définition, vous la voyez précisément sur l'écran. Donc elle définit l'impérialisme comme l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant
par la concurrence entre les capitalismes nationaux. Donc, en quelque sorte, elle nous donne en quelque sorte la ligne directrice, c'est les contradictions de l'accumulation du capital dans un pays, eh bien, peuvent être dépassées au détriment d'autres pays, donc est une puissance capitaliste, un pays qui, pour dépasser ses contradictions internes, a recours à la coercition, à la force contre d'autres pays. Et ce mécanisme très fondamental, dont il convient ensuite de montrer comment il fonctionne dans le détail, eh bien, c'est en quelque sorte un renseignement extrêmement précieux qui nous permet de comprendre l'impérialisme états-unien aujourd'hui. Et c'est précisément ce que je vous propose de faire dans le temps qui me reste. Alors, comme Mouloud l'a mentionné à l'instant, le raisonnement que j'expose là est en quelque sorte le prolongement d'un livre qui a été publié récemment, qui s'appelle Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, où je travaille cette idée qui est d'un effet apprenti sorcier. Là, vous voyez l'apprenti sorcier, là, le poème de Goethe, euh, où en quelque sorte les États-Unis, dans un premier temps, ont impulsé la mondialisation. La Chine a dans un premier temps occupé une position subordonnée, mais elle essaye de s'en affranchir de plus en plus. Alors comment ça fonctionne dans le détail? C'est en quelque sorte la petite préhistoire aux agressions impérialistes que nous observons aujourd'hui. Mais cette petite préhistoire, elle permet précisément de mieux comprendre les enjeux du capitalisme états-unien aujourd'hui quand il fait la guerre à l'Iran, quand il agresse le Venezuela. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, on ne peut surestimer l'importance de la crise de suraccumulation états-unienne dans les années 60-70. Là, vous avez précisément l'évolution historique du taux de profit des sociétés états-uniennes et vous voyez vers la fin du graphique que ça commence à baisser dans les années 60-70. Euh, et évidemment, quand on est dans une société capitaliste, eh bien, on est entouré d'entreprises à but lucratif et quand leur rentabilité baisse, c'est pour les directions d'entreprise et par extension pour les États une source d'inquiétude et cette inquiétude précisément réveille une volonté très très forte de réorganisation de l'économie mondiale et donc de fait pour en quelque sorte dépasser la crise de suraccumulation des années 90, les États-Unis vont impulser la mondialisation. Alors, ce n'est pas un vaste complot américain. Le processus est bien étudié. On pourra en discuter tout à l'heure si vous le voulez. Mais là, ce qui est important à retenir, c'est simplement que les États-Unis ont impulsé la mondialisation pour que la rentabilité de leurs entreprises reprenne. Et vous voyez à la fin de la période sur le graphique, dans les années 80-90, effectivement, le taux de profit augmente à nouveau. Et la même chose, vous la voyez ici ou ici. Là, vous voyez le ratio entre les profits que les sociétés américaines, sociétés états-uniennes réalisent sur le territoire, enfin, réalisent en dehors du territoire national, rapporté à leurs profits réalisés sur le territoire national. Et quand la courbe augmente, cela signifie simplement que les entreprises états-uniennes font de plus en plus de profits à l'étranger. Et vous voyez clairement qu'à partir des années 80, la courbe augmente très très fortement, ce qui est une illustration du fait que, effectivement, du point de vue de la prospérité du capital états-unien, la mondialisation, elle est clé. Alors, elle est clé, mais c'est pas la seule chose qui est important, qui est importante. La deuxième chose, c'est que dans un premier temps, par l'impulsion, par la fabrication de la mondialisation, les États-Unis arrivent aussi à apaiser politiquement à l'intérieur du territoire national. Vous savez certainement toutes et tous que les années 70, évidemment, étaient aussi une période de forte mobilisation sociale. Et ensuite arrive la période néolibérale qui correspond grosso modo à une stagnation des salaires pour les travailleurs, travailleuses états-uniens. Euh, et on pourrait se dire, bah, une aussi longue période de stagnation salariale, ça pourrait produire des velléités de mobilisation, de contestation, ce qui n'a pas été le cas à grande échelle, puisque
malgré les salaires en stagnation, eh bien, les États-Unis ont pu consommer plus parce que précisément la mondialisation leur apportait des biens de consommation bon marché. Alors, ça a des inconvénients aussi, la désindustrialisation, et ce n'est pas sans lien avec l'essor politique de Donald Trump, mais dans un premier temps, la mondialisation permettait aussi d'apaiser la société américaine parce que la population avait l'impression de pouvoir être à la hauteur des normes de consommation malgré des revenus quasiment stagnants. Donc c'est ça qui est important dans la mondialisation. Elle permet aux entreprises états-uniennes d'augmenter leurs profits et en même temps, elle permet un apaisement des antagonismes sociaux, de l'antagonisme travail-capital aux États-Unis. Donc c'est dans cette situation qu'arrive Donald Trump. Et Donald Trump hérite en quelque sorte les problèmes de son prédécesseur Joe Biden, et c'est là où on parle vraiment de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et des raisons pour lesquelles les États-Unis interviennent aussi massivement actuellement. Euh, et donc, il hérite d'une situation sociale assez dégradée. Une des manières d'en rendre compte euh, est affichée sur vos écrans. Là, vous voyez le revenu hebdomadaire réel des travailleurs, hein, des employés non cadres, donc tous les salariés sauf les cadres. Et vous voyez que on est toujours aujourd'hui en dessous du niveau de janvier 2021. Donc la question du pouvoir d'achat, elle est extrêmement tendue aux États-Unis parce que précisément la grande majorité de la population, eh bien, a moins de moyens financiers, moins de revenus qu'il y a quelques années. Donc la situation était tendue sous Joe Biden. Il a essentiellement perdu les élections parce qu'il a pas voulu efficacement combattre l'inflation. Et donc, c'est cette situation que Donald Trump hérite, et plutôt que d'améliorer la situation, il va la dégrader par une politique fiscale qui est extrêmement favorable aux États-Unis les plus riches et qui est défavorable aux autres, et aussi par la politique commerciale, puisque les droits de douane coûtent particulièrement cher aux ménages les moins aisés. Autrement dit, Trump fragilise par sa politique assez fortement une bonne partie de ses soutiens électoraux, à ce qu'on a parfois appelé la base MAGA, ces soutiens plus populaires qui sont évidemment euh, les premiers à souffrir des problèmes de pouvoir d'achat. Et fait assez significatif, en économie, on a plusieurs indicateurs pour rendre compte un peu de l'état de la lutte des classes. Et un des meilleurs indicateurs, c'est la part du travail dans la valeur ajoutée. Quand la part du travail baisse, mécaniquement, la part du capital, elle augmente. Et sous Trump, on a assisté à une baisse assez impressionnante de la part du travail. Et de fait, la part du travail est aujourd'hui au plus bas depuis 1947, c'est-à-dire depuis le début des enregistrements de cette série statistique. Donc Trump a un programme de lutte des classes par le haut qui est redoutable, extrêmement efficace, mais qui génère des contradictions puisque il risque à travers cette politique-là euh, de fâcher un, un bon nombre d'électeurs et dans la perspective des élections des midterms, eh bien cela pose un problème. Donc la première contradiction en quelque sorte à laquelle fait face Trump, c'est qu'il a besoin d'un soutien électoral à court terme, mais que sa politique de redistribution à l'envers en faveur des plus aisés et du capital, eh bien, nuit à ce soutien électoral. Donc, voilà une première contradiction à laquelle Trump fait face. Donc le travail n'est pas content, pour le dire simplement. Et puis, il y a une deuxième contradiction à laquelle euh, Trump se heurte, c'est que du point de vue du capital états-unien, la mondialisation est de plus en plus dysfonctionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure que la mondialisation a été un moyen pour les firmes états-uniennes d'augmenter leur rentabilité. Maintenant, regardez le graphique, c'est le même que tout à l'heure qui a montré que les firmes états-uniennes réalisent une part croissante de leurs profits en dehors du territoire national. Regardez depuis 2021,
cette part, elle augmente, enfin, elle baisse assez fortement. Et c'est directement en lien avec la montée en puissance, notamment sur le plan technologique, du capital chinois. Donc là où pendant longtemps la mondialisation était vraiment très très confortable pour le capital états-unien parce que c'était source de prospérité, eh bien ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Et donc, en quelque sorte, cette Chine nouvellement capitaliste qui a émergé de l'intérieur de la mondialisation, bah, maintenant essaye de s'en affranchir, essaye euh, de concurrencer le capital états-unien et il y arrive de mieux en mieux. Donc la deuxième contradiction à laquelle fait face Trump, euh, c'est que la mondialisation, en quelque sorte, ne fonctionne plus tellement bien du point de vue du capital états-unien, et ce, en raison de la montée en puissance de la Chine. Donc la deuxième contradiction, c'est que Trump a besoin de rétablir la rentabilité du capital états-unien, et ce, malgré l'essor de la Chine. Et donc, c'est ces deux contradictions-là qui vont motiver euh, la suite de l'action de Donald Trump. Il va essayer, au lieu de gérer ça domestiquement, au lieu de trouver des ajustements, soit en faveur de l'une, soit en faveur de l'autre classe, il va essayer de faire payer en quelque sorte le reste du monde, ou plus spécifiquement certains pays. Alors, Trump mobilise plusieurs leviers pour faire payer ou pour externaliser, pour dépasser cette double contradiction du capitalisme états-unien. La première, c'est le levier, enfin le premier moyen, c'est le levier des droits de douane, des traités commerciaux inégaux qui favorisent la position concurrentielle du capital états-unien au détriment des capitalistes d'autres pays. De la même manière, il signe une série de traités pour s'approprier les métaux et d'autres ressources stratégiques du sous-sol d'un grand nombre de pays et surtout des pays périphériques. Il a récemment réussi aussi à entraîner les pays européens derrière son projet d'intelligence artificielle sans la Chine. C'est cette fameuse Pax Silica. Ça fait un peu écho aussi à ce que Statis développait à l'instant sur les Européens qui suivent de plus en plus les États-Unis. Et puis il y a aussi des projets monétaires pour faire face à l'internationalisation du renminbi. Il y a le projet de stablecoins adossés au dollar. Donc il y a des tentatives plus sur des mécanismes de contraintes économiques, mais il y a aussi des contraintes de la coercition très très directe contre soit des territoires, soit contre des gouvernements. Donc on a eu des menaces contre le Danemark, le Panama, évidemment aussi le Canada, le Mexique, Cuba, la Colombie et d'autres pays. Donc voilà, des menaces, mais aussi des bombardements euh, en Syrie, au Nigeria, en Somalie, au Yémen, en Irak. Et là, sur le graphique, vous voyez le nombre de bombardements des différentes administrations américaines. Et ce qui est effectivement frappant, c'est que l'administration Trump, en une seule année, a plus bombardé que l'administration Biden pendant 4 ans. Mais l'administration Biden, pendant 4 ans, a plus bombardé que la première administration Trump. Donc Trump n'est pas tellement une exception, mais c'est plus la continuité, ou plutôt, voilà, c'est une continuité de radicalisation des gouvernements américains. Et c'est dans ce contexte-là qu'interviennent d'abord l'agression contre le Venezuela et ensuite l'agression contre l'Iran. Donc, effectivement, dans l'esprit des décideurs états-uniens, euh, l'intervention au Venezuela, c'était une super réussite. C'était une super réussite qui a permis d'avoir un espoir de dépasser la double contradiction. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu agression et enlèvement du président vénézuélien, et donc en quelque sorte la République bolivarienne a été décapitée, et cela devait apporter du souffle pour les travailleurs, travailleuses aux États-Unis, parce que précisément l'augmentation très très rapide et espérée du volume de production de pétrole, grâce à l'intégration du pétrole dans les circuits mondiaux à nouveau, devait faire baisser très très rapidement, du moins à court terme, le prix de l'essence aux États-Unis. C'est Trump qui le disait, bientôt le prix moyen sera inférieur à 2 dollars le gallon. Donc voilà, à défaut de donner du pouvoir d'achat
par une augmentation des salaires, via des droits renforcés pour les syndicats, ben, Trump essaye de réduire les dépenses contraintes pour les ménages. Donc voilà, bonne nouvelle, hein, on pourrait dire pour le travail aux États-Unis. Et en même temps, l'agression du Venezuela, eh bien, c'était aussi une excellente nouvelle pour le capital états-unien parce qu'il y a évidemment le pétrole, mais pas que. Il y a aussi toute une série de privatisations à la clé, plus une fragilisation aussi de l'approvisionnement pétrolier de la Chine et un recul des infrastructures monétaires et physiques que la Chine tente de construire pour le marché mondial. Je peux détailler tout à l'heure tous ces points si vous le souhaitez. Et effectivement, le Financial Times, il y a pas très longtemps, disait à quel point bah, maintenant les chambres d'hôtel de Caracas sont remplies d'hommes d'affaires états-uniens et autres, parce que maintenant, à nouveau, on peut faire du business au Venezuela. Donc pour le capital, ça a l'air de super bien fonctionner aussi. Bref, donc il y a les États-Unis, tout contents d'avoir réussi le coup, qui essaye de transposer cette matrice vénézuélienne sur, sur l'Iran. Et Trump a été assez clair sur ce point quand il disait, peu de temps après le début des agressions, il disait, je dois être impliqué dans cette nomination, comme ça a été le cas avec Delcy au Venezuela. Donc, grosso modo, il disait, voilà, on va décapiter le sommet. Et effectivement, ça a réussi dans un premier temps, très très rapidement. Ils ont réussi à décapiter le sommet de la République islamique, mais ils ont en quelque sorte sous-estimé la solidité du reste de la structure des institutions euh, politiques. Alors, je reviendrai sur ça plus tard, mais l'objectif, avant l'intervention en Iran, était exactement le même. C'est-à-dire, bah, d'une part, il y a intégration à nouveau dans les circuits du pétrole iranien, donc ça aurait pu contribuer encore un peu plus à augmenter l'offre à court terme, mais dans la situation iranienne, c'est surtout le point de vue du capital américain qui va être clé parce que, évidemment, l'Iran est une économie beaucoup plus grande, plus importante et aussi stratégiquement situé à peine un an avant le début des bombardements états-uniens et israéliens contre l'Iran. L'Iran et la Chine ont inauguré la première connexion ferroviaire directe entre les deux pays. Et ça, c'est un élément important. Ça a été financé dans le cadre des nouvelles routes de la soie et ça permet assez largement de contourner l'océan Pacifique et l'océan Indien, qui tous les deux sont de fait des lieux où la marine états-unienne elle est omniprésente et peut assez vite mettre en difficulté les approvisionnements et les exportations de la Chine. Donc, au moment où la Chine Yannick. construit et établit... 2 minutes? Non, non, juste, il faut conclure. Très bien, il faut conclure. Voilà, je vais pas plus dans le détail. Voilà, donc dans la configuration iranienne aussi, la Chine a essayé d'avancer avec ses infrastructures monétaires et physiques et même sur le plan du développement numérique. Il y aurait des choses à dire sur la situation iranienne. Bref, donc frapper l'Iran, c'était très clairement aussi dans l'objectif de frapper la Chine et donc l'agression de l'Iran, c'est à la fois pour ouvrir l'Iran aux capitaux états-uniens, mais aussi pour affaiblir directement le capitalisme chinois. Donc, j'ai parlé au tout début assez brièvement, sans le développer, de cette idée de Goethe, de l'apprenti sorcier, qui perd le contrôle sur le processus qu'il a impulsé. Donc les États-Unis perdent le contrôle sur la mondialisation et c'est de là que la Chine va émerger. Euh, et quand l'apprenti sorcier se rend compte qu'il est en train de perdre le contrôle, eh bien la première chose qu'il fait, c'est qu'il va essayer de s'acharner par la violence, par la force. C'est ce que vous voyez là, Mickey avec la hache qui essaie de couper en mille morceaux le balai. Et il me semble que les États-Unis sont exactement dans cette situation là aujourd'hui. Et donc, on a effectivement une dynamique impérialiste, c'est-à-dire une tentative de dépasser les contradictions du capitalisme états-unien par l'agression d'autres pays. Donc voilà, ça se déroule sous nos yeux et ça plaide assez largement pour une appropriation la plus large possible des théories de l'impérialisme. Je vous remercie.
Merci infiniment. Je ne peux que recommander aux personnes qui sont là de parcourir ton livre, pas de le parcourir, de le lire sérieusement. Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, publié par La Découverte. L'autre aussi, Le Souverain Marché, donc chez aux éditions Amsterdam. Vous avez eu là des éléments dans sa présentation, à la fois sur la contradiction du capital et du travail, la stagnation des salaires, et la rationalité donc des logiques américaines, que ce soit celle des sanctions, que ce soit celle de la maîtrise monétaire ou que ce soit celle des bombardements plus directement. On y reviendra, donc merci infiniment, c'est des présentations qui se complètent très bien. On va maintenant enchaîner avec Françoise Vergès. Donc, on va aborder d'autres éléments inhérents ou justificatifs qui nous rendent prédisposés à acquiescer ou en tout cas à consentir à l'impérialisme à travers les analyses qui sont lyriennes et l'angle qu'elle privilégie dans ses ouvrages. Avant de vous dire quels sont ses angles, je veux d'abord dire qu'elle est historienne, politologue, autrice féministe et coloniale. Françoise a entre autres publié Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection, un livre qui est publié par les amis des éditions La Fabrique en 2020. Elle a également publié Un féminisme décolonial à la même maison d'édition en 2019. Dans ces deux ouvrages et tout au long de son rouge parcours intellectuel et militant, Françoise Vergès a développé une analyse au carrefour du féminisme, de la pensée décoloniale, de l'anticapitalisme et de l'anti-impérialisme. Elle analyse aussi l'impérialisme à travers la lunette du capitalisme racial, mais bien entendu d'une vision décoloniale du féminisme qui révèle beaucoup d'impensés et de la bonne conscience blanche. Et un des aspects de son travail est celui qu'elle nous donne à voir par l'analyse justement de toutes sortes de justificatifs moraux, éthiques, civilisationnels, qui sont au cœur de ce qu'elle appelle le fémo-impérialisme, une notion qu'elle discute et qui est aussi discutée par une autre grande féministe que je vous invite à découvrir, Sarah Faris. Voilà, Françoise Vergès, la parole est à vous pour les 20 prochaines minutes. Merci d'avance également au nom de mes collègues du collectif 19 mars et du public qui est impatient de vous entendre. Bonsoir, bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation et de m'avoir invité à répondre à ces questions. Alors, c'est assez difficile de passer après Statis et Benjamin parce qu'on a l'impression qu'ils ont tout dit, que je sais pas, on se demande ce que je vais pouvoir ajouter, mais enfin, je vais essayer. Donc, évidemment, pour moi, alors, il est aussi peut-être important de signaler que j'ai grandi à l'île de la Réunion dans une famille militante communiste anticoloniale et anti-impérialiste. Et donc j'ai vu aussi, je veux dire, j'ai une vision de l'impérialisme à partir de cet endroit. Et pour moi, donc la paix américaine, la Pax Americana, elle est évidemment marquée par la guerre froide dans l'océan Indien, avec les coups d'État, les assassinats, mais aussi ce que je vois aussi de l'Europe, c'est-à-dire que moi, quand je regarde l'Europe, c'est la maintenance de fascisme au Portugal, en Espagne et en Grèce, avec la dictature militaire, mais Statis pourrait en parler mieux que moi, et donc pas du tout, évidemment, de pouvoir croire qu'il y a une paix, quoi. Évidemment, une guerre permanente, une hostilité profonde, structurelle aux tentatives du tiers-monde de s'organiser à travers des assassinats, des coups d'État, une hostilité profonde à toute souveraineté, vraiment à briser et à entraver la souveraineté. Je vois par exemple en 1991, c'est très clair, Paul Wolfowitz, qui était un grand conseiller de l'impérialisme, il dit notre politique doit désormais viser à empêcher l'émergence d'un rival au niveau mondial. Mais ça va commencer dès 45, dès 47, je veux dire, et c'est toutes les longues guerres coloniales, l'empêchement aussi des organisations sud-sud qui se veulent économiques ou culturelles. Enfin, c'est vraiment constamment un empêchement à travailler. Donc pour moi, cette entrave à la décolonisation, cette entrave à toute possibilité de souveraineté, a structuré la manière dont je comprends, dont je vois l'impérialisme. Évidemment aussi le nombre de bases militaires, puisque les îles ont toujours été évidemment des endroits où on mettre des bases militaires. Et donc cette importance des bases militaires dans le monde et de voir, on sait qu'aujourd'hui, les États-Unis en ont 961 dans le monde, c'est énorme. La Russie, qu'on accuse de tout, en a moins de 10 dans le monde. Et la Chine n'en a qu'une
en dehors de son sol. Donc vraiment, cette présence, je veux dire, physique, avec leurs sous-marins nucléaires, leurs bateaux, partout, quoi. Et le fait aussi de ces dépenses, enfin, on en a parlé, enfin, Satis en a parlé, de voir le montant de la dépense pour l'armée, que les États-Unis, c'est quand même un tiers des dépenses mondiales de l'armement. Et si on veut parler des complices, on sait que la France est le deuxième producteur d'armes au monde et le deuxième marchand d'armes au monde. Donc vraiment cette vision d'une femme, il n'y a jamais eu de paix, qu'il n'y a jamais eu de paix, que ça a été un état de guerre permanente. Et particulièrement à partir du moment où il y a la décolonisation, il faut absolument toujours entraver et freiner toute capacité à la fois des pays d'être pleinement souverains, mais aussi de s'allier entre eux, de constamment d'essayer vraiment la division, enfin la grande arme de la division. Et aussi le soutien inconditionnel à Israël qui se perçoit, c'est-à-dire quand on regarde d'en bas aussi, et cette nécessité de redessiner constamment le monde pour maintenir l'accès aux ressources et aussi les routes maritimes. Donc évidemment, quand on est dans les Indiens, les routes maritimes, elles sont claires, hein, parce qu'on a le détroit de Malacca, Hormuz, dont beaucoup de gens ont découvert l'existence récemment, le canal de Suez, le canal du Mozambique, qui est extrêmement important. Il y a plus de 30% du pétrole qui passe par le canal du Mozambique. Et je dirais toute l'extraction aussi dans toute cette région va. L'accès aussi maintenant, quand on voit, c'est l'accès à la terre, aux terres agricoles, l'importance aussi pour l'impérialisme de non seulement donc de faire des guerres, mais de mettre la main pas seulement sur les ressources minières ou le pétrole, mais aussi sur les terres agricoles. Donc de voir ça. Et pour moi, donc dans la question de l'impérialisme aujourd'hui, je me suis intéressée aussi au débat autour du déclin. Il y aurait un déclin de l'impérialisme états-unien. Donc il y a tout un débat, est-ce qu'il y a vraiment un déclin ou pas? Alors moi, je pensais à la phrase d'Amilcar Cabral, de faire attention à l'illusion de victoire facile, qu'il faut vraiment être toujours attentif. Mais en même temps, on voit que le droit international est totalement violenté par les États-Unis et par Israël, que les Nations Unies sont ignorées depuis toujours, qu'il y a une complicité totale de l'Union européenne. On sait, enfin, je veux dire, il y a The Lancet qui a donné ce chiffre en octobre dernier, en octobre 2025, que les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne depuis entre 1971 et 2021 avaient mené à plus de 500 000 morts par an dans le monde. Donc une action vraiment directe sur les peuples. Donc est-ce qu'il y a vraiment un déclin? Mais en même temps, d'un autre côté, ils n'ont gagné aucune guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis n'ont pas gagné de guerre, ni en Vietnam, ni vraiment en Afghanistan, ni en Irak. Donc comment peut-on voir qu'à la fois ils sèment la mort, ils sèment la destruction, mais ils ne gagnent pas? Donc quelle est cette forme de guerre qui est vraiment centrée en fait sur l'annihilation et la destruction? Est-ce que c'est vraiment, il n'y a pas de victoire, mais enfin, les États-Unis laissent des pays totalement dévastés. Je veux dire, bon, le Vietnam, il y a encore l'argent orange qui agit. On sait que dans le sud de l'Irak, la pollution à cause des armements laissés par les États-Unis est énorme, et avec les maladies qui en suivent, l'Afghanistan, tout ça. Donc aussi, l'impact, les conséquences après-guerre, c'est-à-dire à quel point les armées états-uniennes, c'est pas seulement donc les bombes qu'ils jettent sur le moment, mais ce qu'ils laissent après, c'est-à-dire la trace très longue de leur présence et de leur guerre. Donc de voir, que ce soit Statis ou Benjamin, ils ont rappelé les armes, les formes de sanctions, les blocus, et maintenant les enlèvements. Avant c'était les assassinats, maintenant c'est les enlèvements avec Maduro. Donc tout cela, effectivement, la présence en tout cas de l'impérialisme pour les pays du Sud, pour les peuples du Sud, elle est très présente. Elle ne s'est jamais effacée, elle n'a jamais été ralentie, elle n'a jamais été diminuée. Je voudrais vraiment garder mes 20 minutes. Alors, la deuxième partie, là, sur les mécanismes du consentement, vous m'avez demandé un peu de parler justement du rôle du féminisme libéral, que j'appelle civilisationnel, et donc son rôle dans le consentement à l'impérialisme. Alors, je dirais que c'est pas simplement qu'il est complice, c'est quand même il a fourni des arguments à l'impérialisme qui ne pouvaient pas être simplement sur l'anticommunisme. Bon, tout ça, c'était un peu dépassé, donc il fallait offrir de nouveaux arguments. Et on voit vraiment ça, même si ça a été, je veux dire, la question des droits des femmes est utilisée pendant la colonisation, mais elle reprend vraiment force
avec 2001 et la guerre à la terreur. C'est-à-dire le rôle que va jouer l'islamophobie et donc là, sauver les femmes. Ou pour reprendre la phrase de Gayatri Chakravarti Spivak, c'est cette mission que se donne l'Occident d'aller sauver les femmes de couleur, des hommes de couleur, pour reprendre sa phrase. On se souvient qu'en 2016 à Cologne, Alice Schwarzer, une très grande une féministe extrêmement connue en Europe, vraiment une des leaders du féminisme européen, a parlé de guerre sexuelle à propos donc des hommes à Cologne qui avaient été accusés de viol au moment de Noël en 2016 et qu'elle parlait donc elle a parlé de guerre sexuelle qui serait menée par des hommes issus de sociétés naturellement patriarcales par nature et donc en fait évidemment venant de sociétés islamiques. Donc, elle a lié déjà dès cette année, ce moment-là, la violence sexuelle et la présence de réfugiés, ce qu'on voit aujourd'hui revenir, même en France, à travers des féministes, entre guillemets, mais enfin vraiment des mouvements qui disent féministes d'extrême droite, mais on le voit aussi à travers tout l'Occident. Donc, le droit des femmes a été posé comme une supériorité civilisationnelle. Ça montrait que par nature, il y avait une supériorité donc, de civilisation, puisque les femmes étaient libres. Et cette notion de la liberté est très importante. Elle est au cœur de la doctrine libérale et de la doctrine des États-Unis, c'est-à-dire la liberté individuelle qui est liée aussi à la liberté du marché, la liberté de faire ce qu'on veut. Et donc les femmes, la liberté des femmes, les femmes sont aussi été présentées comme des fondements du monde libre et de la possibilité de faire ce qu'on voulait. Et donc toutes les autres sociétés étaient par nature patriarcales et donc écrasant les femmes. Et donc ce féminisme libéral, qui est en lien aussi avec le libéralisme humanitaire, mais qui a beaucoup plus pris beaucoup plus de place. On se souvient du discours de Madame Bush aux Nations Unies en 2001, en venant annoncer que la guerre en Afghanistan, que les États-Unis donc avaient lancée, était une guerre aussi pour sauver les femmes avant tout. Et puis ça a été repris en Irak, c'est repris évidemment pour la Palestine énormément, et ça a été repris énormément pour l'Iran contre l'Iran, avec donc le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui devenait vraiment le cœur des choses, c'est-à-dire en fait on allait, je veux dire, l'impérialisme allait sauver les femmes. Je sais que c'est très souvent peut-être pas pris comme quelque chose de central, mais c'est extrêmement important parce qu'en fait, ces droits des femmes sont extrêmement financés par les institutions internationales. Je veux dire, il n'y a aucun projet aujourd'hui de développement dans le Sud global qui ne peut. Chaque projet doit contenir un chapitre sur les droits des femmes et la possibilité et l'importance vraiment d'améliorer la vie des femmes. Sinon, il n'y a pas de financement. Tous les programmes de développement sont aujourd'hui obligation de présenter la question des droits des femmes. Les fondations privées aussi, évidemment, on connaît le rôle de la fondation Gates sur le continent africain, un rôle extrêmement nocif et extrêmement, effectivement, qui offre la question de l'adhésion au néolibéralisme, au capitalisme néolibéral, comme effectivement condition de libération. Et vous nous citez Sarah Faris, qui donc dans son livre sur l'instrumentalisation des droits des femmes, montrait l'alliance entre l'extrême droite, un certain féminisme et le monde des affaires. C'est-à-dire de présenter justement l'intégration des femmes dans le capitalisme comme condition de leur libération. La France aussi est très très en avance là-dessus parce qu'elle a ce qu'elle appelle l'État français une diplomatie féministe qu'elle présente à travers le monde. D'ailleurs, le Canada aussi a aussi cette diplomatie féministe et donc de voir quel est le rôle de cette diplomatie féministe. Voilà. Donc parfois on s'arrête à Trump évidemment avec sa totale vulgarité. Et on a l'impression que les États-Unis, mais en fait, ce féminisme libéral, ce féminisme humanitaire, il est encore renforcé par l'attitude de Trump ou de Modi ou de Millet, parce que leur vulgarité renforce effectivement le côté, et Statis il faisait allusion, de l'Europe encore effectivement plus libérale, plus civilisée, et offrant vraiment quelque chose de plus important que les États-Unis, encore trop, on pourrait dire, pas assez justement attentifs. Donc, il y a ce féminisme, et je veux dire, donc, il ne faut pas du tout le sous-estimer, on l'a vu, je le répète pour l'Iran, mais aussi pour la Palestine. Et donc, dans cette vision d'un féminisme libéral qui est quand même hégémonique au niveau des institutions internationales, je disais, et puis aussi soutenu fortement par les médias aussi qui sont dominantes et par les fondations privées, masque aussi comment la violence est exercée, les violences sexuelles sont exercées contre les hommes
dans le Sud global ou dans les guerres coloniales. On sait que les hommes ont été violés pendant la guerre d'Indochine, pendant la guerre d'Algérie. On a vu tous les rapports sur les viols des hommes palestiniens dans les prisons israéliennes. Et donc, il y a même cette manière, à la fois la violence sexuelle qui est dans le féminisme libéral essentiellement focalisée sur la question donc, des femmes et de la domination masculine, perd absolument de cette binarité dès qu'on regarde ce qui se passe sous l'impérialisme. Et donc, je veux dire, là, je ne veux pas citer toutes les théories qui ont été faites, notamment par des femmes noires américaines, mais aussi en Inde, pour montrer comment les corps n'obéissent pas toujours au binarisme que présente le féminisme occidental. Donc, qui aussi donc, ouvre des possibilités dans la critique des dominations et des guerres impérialistes, qui ne s'en remet pas simplement à la question donc, de cette vision des femmes et des hommes, et qui offre donc des possibilités. Ça a été très, très important pour les femmes palestiniennes de montrer cela. Enfin, on le voit dans tous les articles qu'elles écrivent, ou même des livres aujourd'hui qu'on peut lire, et qui sont absolument importants sur reprendre ce que c'est que le féminisme de libération, qui s'oppose à ce féminisme libéral, c'est-à-dire qu'un féminisme qui est pour la libération de la société tout entière, et non pas seulement des femmes, mais en partant effectivement de toutes les sociétés. De montrer que le patriarcat, ce n'est pas non plus une notion universelle, donc de s'attaquer à un certain universalisme. Donc, sur cette... ensuite, sur le troisième point, parce que je vois que j'ai plus que 5 minutes, sur la question effectivement, quelles sont les résistances. Alors, il y a des résistances ont été citées, mais moi, je pense aussi, par exemple, à peut-être des choses locales, mais qui ont une importance quand même très grande, comme les dockers en Italie qui refusent de charger les navires israéliens, ou des employeurs d'Amazon ou d'autres qui refusent aussi de participer à donc l'effort de guerre, comme on dit, ou évidemment tous les collectifs palestiniens, ou ces jeunes qui en Angleterre ont attaqué Al-Bid, qui est cette société qui soutient la guerre israélienne. Donc on voit comment ces résistances. Alors, il a été question de oui, mais alors finalement, il n'y a plus cette organisation au niveau des États, comme ça a eu lieu effectivement lors de la guerre du Vietnam. Et aujourd'hui, ce qui domine, c'est une hostilité à la Chine, vraiment une très forte hostilité à la Chine, et de manufacturer le consentement à l'hostilité à la Chine, à l'encerclement de la Chine. Et donc, finalement, de la Chine qui apparaît, effectivement, comme le regarde et Benjamin en a parlé, qui doit être de construire un consentement au fait que la Chine est l'ennemi aujourd'hui, et de l'Europe et des États-Unis. Et puis, parfois, quand on parle du Sud global, très souvent, on peut entendre dire, mais regardez, c'est la Chine aujourd'hui qui colonise le continent africain, c'est l'Afrique qui colonise d'autres pays, comme ces pays auraient été colonisés par les puissances britanniques, françaises, portugaises, et puis auparavant hollandaises et compagnie. Donc, dans ces résistances, il y a à la fois ce qui viennent des peuples, et effectivement, notamment tous ces glissements qui se passent au niveau quand même global. De nouveau, pour moi, il y a à la fois dans la résistance, dans l'anti-impérialisme, de revoir, comprendre comment c'est aussi comment soutenu par l'hostilité structurelle à la décolonisation et à la souveraineté des peuples. Il faut, je dirais, ça, c'est vraiment sur le long temps, mais encore plus aujourd'hui, à cause de la peur, justement, d'une perte de possibilités d'hégémonie. Par exemple, Benjamin montrait la route qui va de l'Iran à la Chine, et donc le contournement de ce que les impérialistes avaient mis en place comme domination et comme hégémonie. Donc ça, d'une part, mais de l'autre côté, cette hostilité structurelle à la décolonisation et à la souveraineté, qui fait part donc pour moi, de l'impérialisme. Ou alors, il faut que ça soit une souveraineté sous condition, des formes de protectorat. Je veux dire, vraiment au Venezuela, donc on va accepter le gouvernement du Venezuela, puisque évidemment, il va maintenant se soumettre, qui était d'ailleurs le projet des États-Unis pour l'Iran et d'Israël et des États-Unis pour l'Iran, et ça a été un échec. Mais la question de comment c'est inconcevable pour l'impérialisme qu'il y ait des indépendances.
C'est absolument inconcevable. Il ne peut pas y avoir d'indépendance, donc il ne peut pas avoir effectivement autre chose qu'un monde dominé par les États-Unis. Pour moi, c'est absolument vraiment central puisque j'ai vu que des interventions. Je veux dire, quand on est dans l'Océan Indien, on ne voit que des interventions tout le temps depuis les années 50, tout autour, pour chaque fois entraver. Et aujourd'hui, bon, évidemment, il y a la Palestine, il y a l'Iran, il y a la guerre contre le Yémen, hein, qui est menée quand même depuis plusieurs années par l'Arabie Saoudite. Et on voit aussi ce qui se passe au Soudan, où les Émirats arabes unis jouent un énorme rôle. Donc on voit l'incroyable rôle chaque fois pour qu'il n'y ait pas de possibilités. Même par exemple l'insurrection à Madagascar a été écrasée et maintenant il y a une alliance, Israël achète des terres, donc comment refaire aussi la carte des interventions impérialistes, la manière dont elles se font, à la fois à travers les guerres, mais aussi à travers l'achat de terres, la mainmise sur les ressources, le rôle des corporations, des grandes corporations, et le rôle évidemment des armées, des armées impérialistes. Et en même temps, l'arrivée de nouveaux acteurs qui ne sont pas nécessairement anti-impérialistes, mais qui veulent avoir leur part dans l'affaire. Et je reviens à l'océan Indien. Les monarchies du Golfe veulent avoir leur part, l'Inde veut avoir sa part, l'Australie veut avoir sa part, et la Chine, évidemment, elle la veut. Et donc, comment ça s'affronte aussi à ces niveaux? Alors, Benjamin a parlé de ces routes. Moi, je sais aussi que, par exemple, ce qui a été offert à des pays comme Madagascar, c'est d'échapper au système états-unien d'échange bancaire, de passer par d'autres pour les pays, pour les États, et donc d'observer comment tous ces glissements s'opèrent, et donc comment de nouvelles cartographies émergent, enfin j'utilise ce terme, face aux impérialismes et face à l'impérialisme états-unien, et qui indiquent euh, des, 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 un mouvement dont je ne peux pas dire, je ne peux pas prédire ce que va être son issue, ça va être l'issue de tout cela, mais qui sont de toute façon observables et qui montrent que peut-être, effectivement, le mouvement anti-impérialiste ne sera pas celui qui a été celui des années 60-70, mais ce sera une nouvelle forme et qui part pas simplement de la question de la guerre, mais aussi des luttes pour la terre, des luttes contre donc l'acquisition de terre, contre la privatisation de l'eau, l'occupation des mers aussi, l'occupation et l'organisation de l'installation de terres, de bases militaires. Donc, comment revient même, par exemple, dans l'océan Indien, une initiative qui existait dans les années 70 de la dénucléarisation de l'océan, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus de puissance nucléaire ou de sous-marins nucléaires. Donc, pour moi, c'est plutôt donc voir ces lignes, ces glissements qui s'organisent au niveau, là je parle de l'océan Indien, mais ça s'organise au niveau planétaire, qui ne vont peut-être pas, je le dis, déboucher sur les mêmes mouvements, puisque ça partait aussi, et ça a été souligné, les États, la présence d'États et la puissance d'État, mais qui vont s'organiser peut-être autrement et qui annoncent effectivement quelque chose de nouvelles possibilités. Voilà, merci. Merci infiniment, Françoise. Donc, on va passer tout de suite à la période de questions. Est-ce que tu en as ramassé, Myriam? Est-ce que tu en as eu? Pas encore, pas Ah, encore. J'invite les gens à j'ai formuler vu, leurs questions, à me les adresser. voilà, j'ai vu que les gens étaient très attentifs. Il n'y a pas eu de questions qui ont été posées. Alors, s'il y a une personne ou deux d'entre vous qui aimeraient la poser, on pourrait la poser verbalement, là, si vous n'êtes pas très enclin à l'écrire. Juste, la seule consigne et condition que je donnerai, là, si vous voulez poser une question orale, ne nous faites pas une conférence de 15 minutes. Donc, une question brève, synthétique, dites à qui elle s'adresse. Donc, vous n'avez qu'à vous lever la main et donc, toi, tu aurais une question, Emiliano? Il faut allumer ton micro. Oui, ben si personne ne veut se lancer, je peux briser la glace si vous voulez. Vas-y. Ben, en fait, ma question s'adressait peut-être d'abord à Françoise, mais peut-être que les autres aussi pourraient euh, apporter des compléments de réponse. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant que, en fait, récemment, le gouvernement de Mark Carney au Canada a nommé une nouvelle gouverneure générale qui s'appelle Louise Arbour et qui, ben, dans le parcours, en fait, international, là, à travers différentes instances de l'ONU, entre autres, tu sais, comment dire, traduit un peu ce que vous appelez le féminisme, pardon, le féminisme civilisationnel.
Et ben, en fait, je me demandais si vous aviez déjà, vous aviez un peu, vous pouvez nous éclairer un peu sur ce que ça peut vouloir, en fait, ce que ça peut vouloir dire pour, sur la façon dont le Canada se projette dans le monde, en fait, et sachant que ce gouvernement a aussi un penchant pour les investissements dans l'industrie militaire, et surtout, ben, sur les façons dont on peut y résister, justement, compte tenu de cette lunette libérale, ou en tout cas, de cette lunette qui emprunte au féminisme libéral, disons. La question est assez claire. Merci. Merci. Si Françoise, vous avez besoin d'éléments de contextualisation par rapport à la figure de Louise Arbour, je peux les donner. Je vois qui c'est, oui, je vois qui c'est, je suis toutes ces choses-là. Et Euh, elle a notamment, juste pour le bénéfice, je vais quand même le dire, oui, vas-y, allez-y, elle a été allez-y. à l'International Crisis Group notamment. C'est une grande juriste qui jouit d'une très grande responsabilité au Canada. Donc, mais par ailleurs, pour les besoins de la discussion, je vais avoir le courage de dire ce qu'il y en est. En 2011, c'est elle qui a notamment travaillé à l'élaboration des justificatifs, alors qu'elle était à l'International Crisis Group, de la notion de responsabilité protégée qui a prévalu dans l'expédition punitive contre l'OTAN en Libye. Elle y était à l'époque et elle a apporté les justificatifs moraux et juridiques pour ça. Euh, vous voulez que je réponde maintenant ou on prend Oui. plusieurs questions? Il y a Jacques Grenier qui pose une seconde question. Tu pourras la... D'accord. Vas-y, Myriam. En fait, je vois pas la question de Jacques s'il veut l'écrire. Par contre, il y a deux autres questions qui sont dans le chat. Donc, une première qui serait dans les régions que vous étudiez, chacun d'entre vous, qu'est-ce que change en fait la montée de la Chine et de la Russie dans les rapports aux impérialismes? Merci. C'est une grande question. Parfait. Donc, Benjamin et Statis, vous pourriez compléter. Donc, la première question au sujet de Louise Arbour et de tout un dispositif de féminisme dit libéral internationaliste qui est souvent au diapason des arguments qui justifient la montée en puissance des budgets militaristes, notamment dans le cas canadien. C'était ça la question. Oui, euh, comme je disais, donc le Canada, mais je disais aussi la France est très, 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 très en avance, enfin très en avance, se présente beaucoup comme dans cette question de diplomatie féministe et veut prendre la tête. Et le Canada, c'est pas étonnant de jouer ce rôle de puissance impérialiste humanitaire, si je puis dire. Je veux dire, voilà, on intervient, mais on intervient pour le bien. Je dirais, donc, c'est présenté ainsi. Et donc, les visages comment dire, la présentation par des personnes comme Louise Armour est très, très importante. Bon, en France, on a Aurore Berger, ça c'est même pas possible. Je veux dire, on peut pas prendre ça au sérieux, mais c'est vraiment, c'est extrêmement important. Je veux dire, il faut reprendre toute cette, je veux dire, c'est pas le moment ici, mais il y a toute une histoire de figures, donc de femmes qui occupent cette place. Et surtout, alors la question de justifier la militarisation, autour de ce que je disais, c'est que les réfugiés et les migrants sont des menaces, mais des menaces réelles, je veux dire des menaces existentielles, des menaces physiques pour les droits des femmes. Et donc l'Occident aujourd'hui se présente évidemment comme celui qui a c'est le sol naturel de la naissance des droits de l'homme et des droits des femmes. Et donc tout le reste du monde n'y comprend rien, ne sait pas ce que c'est, et il faut leur apprendre. C'est extrêmement puissant. Je veux dire, on le voit énormément avec l'Iran. Là, par exemple, il y avait une manifestation il y avait un appel à une manifestation en France, à Paris, pour soutenir les femmes iraniennes, puisque de toute façon, maintenant, la guerre aurait été finie et qu'il fallait donc reprendre la lutte pour les femmes iraniennes et leur liberté. Et donc, avec des choses qui sont réelles, hein, des faits réels, mais l'impossibilité de voir qu'est-ce que le rôle que ça joue pour l'impérialisme. C'est-à-dire, la question n'est pas que nous soyons que les femmes soient tuées ou, je veux dire, emprisonnées pour rien, mais c'est cette impossibilité de voir le rôle de ce féminisme dans l'impérialisme. Et ça, c'est encore très fort, puisque je vois même des personnes que je respecte, des jeunes féministes que je respecte, prises là-dedans, quand même, à un moment donné, oui, mais on ne peut pas abandonner cela. C'est vrai. Et donc, Louise Armour, c'est ça. Et ce rôle qui est joué par le Canada, par la France,
qui était joué aussi un peu par l'Allemagne, bon, c'est un peu plus difficile, que joue aussi un peu l'Espagne, est un rôle très très important dans cette configuration de l'impérialisme où on aurait donc les horribles personnes qui sont complètement misogynes et patriarcales et quand même une face féministe de l'Occident, de l'impérialisme occidental, qui serait tenue, comment dire, oui, qui serait tenue par le Canada et par la France. Donc oui, c'est extrêmement important à déconstruire. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi Benjamin ou Statis qui voudrait ajouter des éléments par rapport à cette question-là avant de passer à la seconde? Donc, la seconde question, comment la montée de la Chine et la Russie transforment les rapports aux impérialismes dans les régions? Peut-être c'est une occasion pour toi, Statis, aussi de spécifier ce qu'est la spécificité de l'impérialisme états-unien par rapport à ces puissances émergentes qu'on qualifie aussi également d'impérialistes. Je, en réalité, je vais être assez bref parce que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que j'ai déjà dit sur le fait que l'alignement croissant de l'Europe sur les États-Unis provoque une montée d'agressivité par rapport à la Russie, qui préexiste d'ailleurs largement au conflit en Ukraine. Euh, on sait que la poursuite de l'élargissement constant de l'OTAN vers l'Est, l'encerclement de la Russie par l'OTAN poursuivi de façon tout à fait méthodique, avec comme point de tension, par exemple, la Géorgie, hein, où des guerres ont éclaté par le passé, montrait bien que la Russie post-soviétique, qui est un pays capitaliste, qui n'est plus du tout l'adversaire systémique et qui n'a plus du tout la puissance, bien sûr, de l'ancienne Union soviétique, restait un autre et un adversaire aux yeux du camp occidental. Il faut souligner ce fait parce que non seulement, bon, je passe sur l'épisode de Yeltsin qui a livré complètement la Russie aux appétits du capital occidental et appliquer des recettes néolibérales de choc. Mais même Poutine, en fait, au début de son premier mandat, ne désirait pas autre chose que l'intégration de la Russie dans un système de défense et de sécurité européen qui actait de fait le rôle prééminent des États-Unis sur le continent. Donc, c'est les États-Unis qui en ont décidé autrement. Et bien sûr, le point de bascule décisif, ça, tout le monde le savait. Hein, je veux dire, il suffit de lire les textes même de Brzezinski et d'autres théoriciens de la géopolitique états-unienne pour le comprendre. Le point de bascule décisif, ça a toujours été l'Ukraine. Et après le basculement de l'Ukraine en 2014, suite à Maïdan, dans une ligne, disons, agressivement anti-russe, on est arrivé à une escalade de tensions qui a abouti au conflit, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et au conflit en cours. Donc, il y a un durcissement, on va dire, anti-russe du camp occidental et il y a bien sûr un durcissement anti-chinois qui est perçu comme une menace, la menace d'un concurrent en réalité, et sur laquelle je n'en dirai pas plus parce que Benjamin est l'un des très grands spécialistes de la question. Est-ce que Benjamin, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Alors, quelques éléments très briefs. Très brefs. Ce qui semble assez fascinant, c'est que on a, alors dans n'importe quel pays capitaliste, des agressions impérialistes pourraient constituer une sorte de solution à des contradictions internes, mais le fait est que très peu de pays seulement ont les moyens pour vraiment sérieusement envisager de telles options. Euh, Ça, c'est la première chose, et puis il faut toujours garder à l'esprit aussi les ordres de grandeur. Alors, Françoise les a rappelés tout à l'heure sur le plan militaire. Les projections de force des États-Unis sont infiniment supérieures à celles des autres puissances, mais on a clairement, parce que précisément le capitalisme russe et le capitalisme chinois est aussi animé par de profondes contradictions, il y a dans ces pays aussi la volonté d'investir, de surinvestir l'armement dans une éventuelle optique, enfin, dans une double optique en quelque sorte. Dans un premier temps, évidemment,
les deux sont vulnérables à la supervision états-unienne du capitalisme mondial et donc elles perçoivent la militarisation comme un impératif de défense, mais en même temps l'augmentation des dépenses militaires ouvre en quelque sorte de nouvelles possibilités et peut de ce fait rendre des options réalisables. Alors dans le cadre de l'Ukraine, c'est assez clair qu'on a des deux côtés, du côté de l'Union européenne et du côté de la Russie, la volonté de sortir de la crise de 2009, de la récession, par la réalisation de traités de libre-échange. Tout ça, c'est une manière en quelque sorte moins brusque que les traités commerciaux inégaux de Trump, mais le mécanisme économique derrière, il est le même. Et c'est d'ailleurs très très clair dans la stratégie de l'Union européenne. Comme l'austérité doit prévaloir sur le continent européen, sortir de la crise, ça peut uniquement se faire quand on exporte plus ou quand on accède à de la main-d'œuvre pas chère. Et l'Ukraine correspond surtout à la seconde configuration. De son côté, la Russie essayait également de rétablir les complémentarités industrielles de l'Union soviétique. Donc, on a en quelque sorte là une dynamique d'économie politique assez classique qui mène au conflit, par exemple. Il faut aussi peut-être rappeler que ce qui est fascinant, c'est que en ce moment même, et ça dure un certain nombre d'années, là où la popularité des États-Unis dans le monde se dégrade assez nettement, celle de la Chine enfin, augmente très très fortement. Donc là, typiquement, dans la plupart des pays périphériques, la Chine a enfin, une réputation bien supérieure aux États-Unis. Donc ça, c'est un point à noter aussi et qui est sans doute aussi à relier avec le fait que la Chine, depuis longtemps, elle n'a pas mené des interventions guerrières. Merci, merci, merci. Donc, Myriam, une ou deux questions? Oui, pardon. Il y a donc une personne qui a posé trois questions. En fait, je vais essayer de les rassembler ensemble. Donc, Benjamin, vous aviez dit lors de votre présentation que l'intervention au Venezuela avait été perçue par les États-Unis comme une sorte de réussite et que et il y a eu une tentative pour retenter le même modèle matrice, vous aviez dit. Alors maintenant, avec l'accord Iran-États-Unis, que pensez-vous qu'est la perception des États-Unis face à leur intervention? C'est une grande question encore. Et l'autre volet qui est posé, ça concerne le rôle de l'État, qui est peut-être une question qu'on a laissé un peu de côté là, au moment de la présentation de Statis. Donc, la question s'adresse à Statis, celle-là. Est-ce que vous pensez que si, justement, la violence guerrière fait partie de l'impérialisme, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres formes de, d'influence que peut avoir, ou quel est le rôle de l'État, justement, dans la résistance et quelle influence il peut y avoir? Est-ce qu'il y a une sorte de soft power qu'on peut imaginer? Et doit-on faire le deuil là, de formes de résistance de l'État? J'y vais d'abord, Voilà. peut-être? Vas-y, Statis, pour commencer, Oui. ou tu veux y aller, Ok. Benjamin? Oui, merci. J'ai vu qu'il y a d'autres questions dans le chat et je vais commencer par celle-là parce que elle me semble se rapporter plus directement à ma présentation et notamment à la question de la stratégie que je n'ai pas eu le temps véritablement d'exposer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui la question de la souveraineté et de l'indépendance est possible? Ben, je dirais que tout dépend de l'issue des luttes que nous menons et des conflits politiques. Le point que je voulais faire, c'est que toute rupture, toute possibilité, toute perspective de rupture politique dans un sens progressiste à gauche dans un pays, que ce soit du nord ou du sud, ne peut pas ne pas poser la question de la rupture avec l'impérialisme, hein, et en particulier avec la prééminence de l'impérialisme américain pour ce qui concerne nos pays. Ça, il faut en être conscient. Je veux dire, toute perspective d'un gouvernement de gauche, ça aurait pu être Corbyn si les choses avaient évolué autrement en Grande-Bretagne. Ça peut être le cas demain en France s'il y a un basculement politique à gauche avec la France insoumise. Donc dans les pays du Nord et bien entendu dans les pays du Sud, c'est absolument flagrant parce que là, la violence en quelque sorte et le caractère direct de la domination impérialiste s'exprime
s'exprime sans phare. D'ailleurs, cette asymétrie est constitutive à proprement parler de ce qu'on appelle l'impérialisme et le capitalisme depuis ses débuts, à savoir le fait que la violence se déchaîne d'une façon beaucoup plus brutale, beaucoup plus claire, beaucoup sans phare dans le monde anciennement colonisé et actuellement dans les périphéries dominées par l'impérialisme. Donc, en tout cas, sans reprise dans un sens progressiste de la souveraineté et de l'indépendance, absolument aucune rupture politique progressiste n'est possible. C'est en tout cas la position que je voulais développer. Euh, Concernant la montée des BRICS et de savoir s'ils ouvrent l'espace d'une alternative. Bon, disons que les BRICS recouvrent déjà des réalités très diverses, hein. Il y a une très grande hétérogénéité des BRICS. L'Afrique du Sud et le Brésil ne sont pas la même chose que la Russie, qui n'est pas la même chose que la Chine, qui n'est pas la même chose que l'Inde, hein. L'Inde, par exemple, ne se caractérise pas du tout par des prises de position progressistes. C'est même exactement l'inverse. Le gouvernement indien est un allié absolument stratégique d'Israël, par exemple, ce qui n'est pas le cas des autres pays des BRICS, même si aucun d'ailleurs des autres pays des BRICS, y compris ceux qui ont des gouvernements progressistes, n'a véritablement rompu ses relations commerciales, en particulier ou diplomatiques, avec l'État génocidaire sioniste. En tout cas, je pense que en ce qui concerne les BRICS, il est évident aussi que les BRICS ne peuvent pas jouer le rôle que jouait auparavant le camp socialiste. Les pays des BRICS sont des pays capitalistes. Ils ne représentent pas une alternative systémique au capitalisme. Il faut être clair. La montée de la Chine est le résultat du tournant capitaliste qui s'est opéré vers la fin des années 70 avec la montée au pouvoir de l'équipe dirigeante autour de Deng Xiaoping. Ça, je veux dire, c'est une confirmation caricaturale des thèses que la gauche maoïste de la période antérieure avait développées, à savoir que la possibilité d'une restauration du capitalisme va survenir à l'intérieur même du parti chinois et de la transformation de l'élite dirigeante du parti en une sorte de nouvelle bourgeoisie d'État. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas une alternative systémique. Néanmoins, je pense que le rôle de contrepoids que jouent à la fois les BRICS sur certains aspects, la possibilité de diversifier par exemple le commerce, la possibilité de diversifier les sources de crédit, les relations économiques, donne une marge de manœuvre à des gouvernements progressistes et à des forces progressistes. Et ce n'est pas un hasard, bien sûr, si dans le monde, par exemple les pays d'Amérique latine qui ont une orientation progressiste, c'est de ce côté-là qu'elles se tournent pour desserrer l'étau de l'impérialisme états-unien. Donc je dirais que pour des raisons de réalisme, il faut toujours jouer sur les contradictions du système tel qu'il existe pour que les forces progressistes trouvent une marge de manœuvre où elles peuvent, disons, trouver des points d'appui en étant conscients des limites, hein. Je veux dire, la Chine, quand elle fait des traités commerciaux, quand elle donne du crédit avec des pays, même des gouvernements de gauche et progressistes, elle ne le fait pas dans le sens politique où le faisait auparavant l'Union soviétique, hein. Il y a des contre-coups commerciaux, des contreparties économiques qui sont tout à fait substantielles. Il faudra bien rembourser à un moment ou à un autre des crédits. Le commerce avec la Chine entraîne un certain nombre d'effets pervers, notamment parce que la Chine importe beaucoup de matières premières, par exemple des pays d'Amérique latine. Donc il y a eu un phénomène de reprimarisation, comme on dit, des économies, c'est-à-dire du fait qu'elles exportent essentiellement des matières premières et non pas des produits finis, donc ce qui n'est pas économiquement quand même très intéressant pour les pays qui sont dominés. Donc c'est asymétrique quand même, hein, le commerce avec la Chine des pays qui sont de la périphérie. Néanmoins, la Chine, comme Benjamin vient de le rappeler, non seulement n'a pas de passé récent d'intervention impérialiste, elle a au contraire un passé de pays qui a été sous domination impérialiste et qui ne traîne pas évidemment l'histoire coloniale de l'Occident blanc, hein. Je veux dire, le simple fait que quand les Chinois se pointent dans un pays, même s'ils sont puissants, même s'ils sont forts, même si économiquement ils dominent, qu'ils ne sont pas le symbole, l'incarnation de la domination blanche, ça veut dire quelque chose. N'importe quel Africain, par exemple, ou Latino-Américain est capable de vous dire ça. Très brièvement sur la montée de l'autoritarisme et l'impérialisme, c'est consubstantiel, hein, je veux dire. Pardon? Et rapidement pour donner la parole à François. Oui, rapidement. La montée de l'autoritarisme et le nouveau cours de l'impérialisme et de l'agressivité impérialiste sont tout à fait consubstantiels. Je veux dire, la guerre contre le terrorisme après le 11 septembre 2001
a aussi son pendant interne, c'est-à-dire le fait qu'un nouveau ennemi interne, pas si nouveau que ça en réalité, mais est venu au premier plan, c'est les musulmans. Hein. Je veux dire, le durcissement de l'autoritarisme est nourri par la montée du racisme et notamment l'aspect islamophobe de plus en plus clair de ce racisme. C'est le pendant interne de l'agression que le camp occidental a menée contre le monde arabo-musulman, qui bien sûr ne date pas de la période récente, mais qui a pris une ampleur nouvelle avec en particulier la guerre en Irak. L'arsenal de lois antiterroristes qui servent à cimenter en quelque sorte un État, un durcissement autoritaire dans nos États est directement lié aux interventions impérialistes à l'étranger et à la capacité de produire du consentement à partir de là. Hein. C'est-à-dire les musulmans sont l'ennemi interne parce qu'ils sont l'incarnation de cet ennemi externe que l'on combat sur les guerres, sur le front des guerres et des batailles au Moyen-Orient et ailleurs. Merci, Statistique. Benjamin, Françoise. Benjamin d'abord. Alors, la question qui m'a été posée, c'est est-ce que finalement c'était une réussite cette opération impérialiste en Iran? Ouais. Alors, c'est précisément la raison pour laquelle il faut être au début très très clair sur les objectifs des États-Unis. Donc, l'objectif numéro un, c'était d'apaiser les tensions sociales à travers une baisse des prix et notamment des prix du carburant. Et l'objectif 2, c'était d'ouvrir l'économie iranienne aux capitaux états-uniens et d'affaiblir euh, l'économie chinoise. Alors, on sait toutes et tous ici, je crois que sur le plan du prix du carburant, alors ça n'a pas du tout fonctionné, bien au contraire. C'est probablement la raison, justement, pour laquelle Trump maintenant accepte un accord qui n'est pas particulièrement favorable aux États-Unis. En tout cas, il n'obtient aucune avancée sur les deux objectifs initiaux. Là, il essaie plutôt de limiter les dégâts, puisque là, on est déjà fin juin et les élections sont début novembre. Et puis, évidemment, on ne sait pas ce qui nous réserve la suite, mais pour l'instant, les autorités iraniennes n'ont pas l'air d'avoir cédé comme l'ont les nouveaux dirigeants du Venezuela. Donc cela laisse penser, avec les connaissances de la situation dont on dispose aujourd'hui, que là aussi, pour le capital états-unien, il n'y a pas d'avancée importante. Au contraire, à nouveau, on est plutôt dans la réduction des dégâts parce que, après tout, des prix importants de l'énergie ont aussi un impact négatif pour les profits du secteur industriel, y compris aux États-Unis. Merci. Est-ce que je peux rajouter quelque chose à ce propos sur l'Iran? Bien, on est en famille ici. Oui, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit, avec ce que vient de dire Benjamin. Je voulais simplement signaler deux choses. Premièrement, que il s'agit d'une défaite pour les États-Unis. Hein. Au-delà des objectifs à proprement économiques, il y avait quand même d'autres objectifs immédiats et on sait, ils ont été explicitement dit à diverses occasions par Trump et les dirigeants états-uniens. C'était d'abord la chute du régime, hein, à proprement parler. Ça a été pris très au sérieux, notamment après la répression des manifestations du début de l'année. Ça a été la question du programme nucléaire iranien, donc obtenir quelque chose qui irait beaucoup plus loin que l'accord de 2015. C'était l'arrêt du soutien de l'Iran à ses alliés régionaux, la résistance palestinienne et la résistance libanaise, ainsi que les Houthis au Yémen. Et c'était également la fin de l'arsenal, enfin de la capacité de défense, notamment en missiles balistiques de l'Iran. Donc, aucun de ces objectifs n'a été réuni et on voit que le protocole d'accord qui est en train d'être saboté par Israël avec la poursuite de son offensive au Liban, en réalité se fait entièrement sur la base des revendications iraniennes. Hein. Je veux dire, le simple fait de la prise de contrôle du détroit d'Ormuz avec droit de péage, qui donne un levier considérable de pression à l'Iran, montre que l'issue de cette guerre s'est fait au profit de l'Iran et c'est une défaite pour les États-Unis et pour Israël qui aura des conséquences à très long terme, hein, qui ouvre un espace, à mon avis, politique à la fois au niveau régional et au niveau mondial.
Le deuxième point, très rapidement, c'est que l'opposition entre le conflit entre l'Iran et les États-Unis ne date pas des difficultés économiques que Benjamin a pointées à juste titre. C'est un conflit qui commence avec la révolution iranienne de 1979. Alors, et qui a passé par des phases d'affrontement, et notamment par un régime de sanctions de plus en plus dur auquel l'Iran est soumis auquel l'Iran est soumis depuis des décennies. La question du pétrole est centrale, hein, elle a toujours été. On sait que le gouvernement iranien progressiste de Mossadegh a été renversé en 53 par les Britanniques et les États-Unis parce qu'ils voulaient justement nationaliser le pétrole iranien. On a du mal aujourd'hui à imaginer le séisme et la défaite qu'a représenté pour l'impérialisme états-unien la révolution iranienne de 79. C'était la perte d'une partie tout à fait centrale du dispositif impérial, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire. Je veux dire, l'Iran sous le régime du Shah, sous la tyrannie du Shah, était une pièce maîtresse véritablement de la domination américaine sur la région. Donc, les États-Unis veulent liquider, en fait, sur le plus long terme, tous les régimes qui sont issus et qui subsistent encore des révolutions anticoloniales et des luttes de libération nationale du passé. C'est pour ça qu'ils attaquent Cuba, avec une énorme importance symbolique évidemment pour toute l'Amérique latine, et c'est pour ça qu'ils n'ont eu de cesse que d'affaiblir l'Iran et de restaurer un régime en Iran qui leur est favorable. Donc ce dernier épisode n'est que la suite d'un caractère de quelque chose de beaucoup plus long qui commence avec la révolution de 1960. Merci, Statis. Françoise? Euh, oui, je voudrais revenir aussi à quelque chose, c'est que il y a évidemment l'islamophobie, j'en ai parlé, le rôle que peut jouer un certain féminisme là-dedans, mais il y a aussi une panique quand même aux États-Unis ou même dans d'autres pays occidentaux par rapport à des mouvements contre ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle la suprématie blanche. C'est-à-dire, il y a eu quand même Black Lives Matter. Il y a eu Standing Rock aussi aux États-Unis. Il y a eu tous les mouvements aussi au Canada des peuples autochtones contre je sais pas, un chemin de fer qui devait se faire, et contre des extractions. Donc il y a aussi à l'intérieur même de ces pays ou des États-Unis ou des États complices de nouvelles luttes contre justement les formes d'impérialisme interne, de colonisation interne, ou même par exemple quand même les mobilisations contre ICE aux États-Unis qui ont montré. Et puis aussi dans l'islamophobie, il y a quelque chose qu'on sent très bien en Occident, enfin que ce soit les États-Unis ou l'Europe, c'est quelque chose aussi, quelque chose contre la religion. Je veux dire, il y a une seule religion, en fait, ça profondément, les États-Unis passent leur temps à invoquer la Bible et Dieu. Et il y a quelque chose, au-delà du fait de l'hostilité totale à toute indépendance, à toute décolonisation, il y a aussi une hostilité profonde à toute autre forme je sais pas, on peut appeler de spiritualité, qui est vraiment, non seulement, donc il y a un seul, je veux dire, et il y a absolument une vision de suprématie aussi à travers cela. Je veux dire, la manière, même par exemple, le rôle qu'a joué la défense, par exemple, en Europe, qu'ont joué les caricatures de Mahomet, qui a été quelque chose absolument d'ignoble et qui a été présenté ensuite comme un étendard de la liberté d'expression et de la liberté de dire les choses, est aussi absolument un signe profond de ce que la manière dont l'Occident voit le reste du monde et voit quelqu'un quand même qui est un prophète, sans en respecter, et qui n'aurait jamais accepté ça d'autre chose. Donc, il y a aussi dans cette longue histoire d'une absolument profonde conscience. Alors là, on peut évoquer Aimé Césaire dans le Discours sur le colonialisme, ou même Frantz Fanon, ou évidemment aussi les grands théoriciens noirs américains, de Du Bois à Malcolm X et autres, d'une idée qu'il y a aussi quelque chose qui est non seulement donc dans la suprématie, dans l'idée de supériorité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le leur. Et et que non seulement il n'y aura pas de décolonisation, non seulement il n'y aura pas de totale indépendance, mais ce qui sera enseigné, sera de cet ordre. Et on voit, par exemple, on parle évidemment des États, mais je peux vous dire que, par exemple, dans plein de pays de ce qu'on appelle le Sud global aujourd'hui, il y a toute une partie qui ne regarde plus vers Londres, Paris ou New York, qui ne regarde plus. Je veux dire, il y a quelque chose aussi qui est là, une perte d'importance. Les étudiants, je veux dire, il y a un nombre d'étudiants, par exemple, d'Afrique qui vont à Rabat plutôt que d'aller à Paris.
Et donc ces mouvements-là, on n'en a pas conscience ou on ne veut pas le voir, et qui dessinent déjà d'autres choses, des lectures qui reviennent, des auteurs qui sont inconnus, par exemple toute une tradition de marxisme dans le pays arabe, qui est de nouveau traduit, qui est de nouveau discuté. Il y a aussi donc toute cette circulation qui vraiment impose des changements dès qu'on circule et qu'on discute. Donc il y a, voilà, donc je voulais aussi rappeler quand même des mouvements. Alors aussi en Europe, il y a eu des mouvements, en France, il y a eu les Gilets jaunes, ou il y a eu aussi tous les mouvements contre les violences policières, qui sont perçus par l'État comme une menace et qui déclenche de la part de l'État une attaque militarisée contre ses propres citoyens. Je veux dire, que ce soit aux États-Unis, on a vu comment se comportait la police, ou je veux dire les polices privées, hein, puisque ICE c'est pratiquement une police privée, mais on peut voir aussi ce qui se passe en Europe, les incroyables violences aujourd'hui, l'État militarisé, pour citer un auteur de la Fabrique. Et ça aussi, pour moi, ça fait partie de la guerre qui est déclenchée contre les peuples, et à la fois externe, mais aussi donc interne. Et donc la manière, donc, pour reprendre donc, ce terme de force progressiste, circule aussi à travers ça. Et comment, évidemment, les luttes anti-impérialistes ne sont pas nécessairement le reflet des luttes impérialistes qu'on entendait, mais qui sont des formes aussi, comme je le redis. Les luttes pour la terre sont des luttes anti-impérialistes sur tout le continent africain ou en Asie, par exemple. Ce sont des luttes contre les forces impérialistes, ou les luttes pour effectivement de nouvelles circulations maritimes pour contrer l'hégémonie occidentale. Donc, évidemment, on voit, c'est pas la même image que ce que montrait quand il y avait l'existence de l'Union soviétique et de la Chine avant que ce soit la Chine capitaliste néolibérale, mais il y a beaucoup plus de circulation et de nouveau de circulation sud-sud qui ont existé, qui reprennent un peu les mêmes routes ou les mêmes, mais qui veulent réactiver aussi cela pour imaginer quelque chose justement en dehors, bon, justement de cette division. Alors la division n'est plus la même puisqu'il y a un monde uniforme capitaliste, comme le rappelait Statis. La Chine n'est pas du tout, je veux dire, la Chine est capitaliste, mais il y a d'autres mouvements qui circulent avec d'autres idées. Et donc la lecture de ce qui émerge est extrêmement aussi importante. Et puis évidemment, même le glissement dans ce qu'on appelle les communautés juives, que ce soit en Europe, ou, par exemple en France avec Tzedak, ou l'Union française des Juifs pour la paix, ou aux États-Unis avec Jewish Voice for Peace, ou au Canada, montre aussi des choses qui, à l'intérieur même de ce qui a été pensé comme unitaire, uniforme, est en train de craquer. Merci infiniment, Françoise. Merci, Benjamin. Merci, Statis. On a déplié beaucoup d'éléments sur lesquels il faudra que le collectif 19 mars se réfléchisse sur prolonger un peu ses activités, voir ce qu'on peut prolonger éventuellement. Alors, peut-être avant de conclure, donc de vous redire tous mes remerciements au nom de mes collègues, Emiliano, Myriam, Jacques, qui ont travaillé à l'élaboration, donc, et bon, la bonne tenue de ce webinaire. Je vous inviterai donc à vous abonner à notre page Facebook, à nous suivre par page Facebook. Ceux qui le peuvent et qui en ont envie, qui veulent également être tenus au courant de nos activités ultérieures, nous avons une infolettre à laquelle vous pouvez vous abonner. Et sachez que ce webinaire, il est enregistré, il sera diffusé dès qu'un petit montage sera fait par nos collègues. Donc, vous pourrez également le faire connaître à des personnes qui n'ont pas pu être là et que vous savez intéressées par cette thématique. Voilà, au nom de tous mes collègues du collectif 19 mars, merci infiniment à Statis Kovelakis, merci à Benjamin Bord-Bommer et merci à vous, Françoise Vergès, et à la prochaine.